Parfait, merci beaucoup à Benjamin Morand-Puech pour cet éclairage juridique. On va profiter encore de sa présentation pour poser une première question que je vais poser, si vous me le permettez. C'est concernant la qualification de torture. Alors en France, on a bien exploité la qualification de violence ayant entraîné une mutilation, une infirmité sur mineur de 15 ans. Pour les actes de conformation sexuée faits donc sur un mineur sans son consentement et sans nécessité médicale, donc on est toujours dans ce cadre-là. Donc les actes de mutilation sont qualifiés par le droit français. En revanche, qu'en est-il de la qualification de torture, puisque nous avons donc, à mon avis, une qualification de torture qui est une qualification française interne et une qualification de torture qui est au niveau du droit européen. Donc si on pouvait avoir quelques précisions sur cette nouvelle qualification. Merci pour votre question. Alors je précise que le travail sur la torture a été fait par un collègue belge, Charlie Derave, dont vous avez peut-être vu afficher temporairement le travail de mémoire. Charlie Derave, dans son travail, indique que la qualification de torture est subordonnée en droit international public à 4 conditions. Et ce sont ces 4 conditions que la Cour européenne des droits de l'homme suit lorsqu'elle se voit poser la question. Ces 4 conditions sont les suivantes. Il est nécessaire que des mauvais traitements aient été administrés par les agents de l'État. Alors, dans le cas d'espèce, vous le savez, ces opérations ont lieu dans des établissements publics de santé et sont donc bien réalisées par des agents publics, les médecins, PUPH, et les infirmiers et les aides-soignantes. Deuxième condition, il est nécessaire qu'il y ait une intention de causer un dommage. Alors c'est sur cet élément intentionnel que le droit international public s'éloigne du droit français. En droit français, on exige une intention qui doit avoir conscience, si vous voulez, de la souffrance qui va être endurée. Le droit international se moque de la motivation sous-jacente de l'agent. La Cour européenne des droits de l'homme l'a dit, notamment dans un arrêt Gafken contre Allemagne, où elle a considéré que cette motivation n'avait pas à intervenir. Donc même si les médecins pensent sans doute agir pour le mieux, eh bien, cela n'est pas un motif déterminant. Ça, c'est donc la deuxième condition, un élément intentionnel. Il suffit que les médecins aient conscience qu'ils font un acte qui porte atteinte à l'intégrité physique, puisque concrètement, vous avez bien un acte chirurgical qui est réalisé, pour que la deuxième condition soit réalisée. Et puis, troisième condition, il faut des douleurs ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales. Là, on dispose d'une littérature médicale extrêmement importante depuis les années 90, notamment l'article de Creighton que vous évoquiez tout à l'heure, Dr Mera, pour assurer que oui, aujourd'hui, ce degré de souffrance aiguë est bien caractérisé. Et enfin, dernière condition, il est nécessaire que ces mauvais traitements soient réalisés à des fins de discrimination. Et là, on a effectivement un motif de discrimination qui est le sexe, puisque ces personnes sont discriminées dans la mesure où elles ne rentrent pas dans les catégories hommes-femmes. Donc il me semble, avec ce collègue belge, et puis on a des collègues aussi aux États-Unis qui ont travaillé sur ce point-là, de droit international public, il me semble que oui, la qualification de torture est aujourd'hui pleinement justifiée. Merci beaucoup. Je vais laisser peut-être les questions à la salle, puisque nous avons un peu de temps. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose simplement Du coup, j'en profite pour rebondir en fait sur une question de l'ordre de la définition. Ça va me permettre d'élargir en fait la façon dont on pense l'intersexuation. Souvent, on pense l'intersexuation comme étant quelque chose qui se révèle à la naissance et qui est uniquement d'ordre anatomique, de façon, on va dire, un peu fantasmée. Or, en fait, les variations du développement sexuel sont très nombreuses. C'est pour ça qu'on arrive en fait à ce chiffre quand on les additionne en fait de à peu près 1,7%. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'ONU, c'est toutes les organisations internationales. Parce qu'en fait, on recoupe aussi des variations qui sont d'ordre hormonal, par exemple, et qui peuvent justement se révéler à la puberté, voire plus tard, même à l'âge adulte. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, madame. J'ai une question d'actualité qui concerne les athlètes intersexes. Parce que c'est peut-être pas le sujet du jour, mais est-ce que les sportives qui se plaignent d'avoir des transsexuels femmes et des intersexes dans leur compétition quand elles sont femmes, disant qu'à ce moment-là, il faudra avoir une troisième catégorie, est-ce que ça ne correspond pas à la logique de cette demande, de demander une identité intersexe ?
et donc des compétitions sportives. Je sais que c'est un sujet délicat, mais c'est quand même un sujet d'actualité aussi qui est important. Merci beaucoup. Donc, sur cette question qui est assez d'actualité, je pense que pour être dans le thème du colloque, on va répondre par rapport aux classifications médicales et par rapport à la conformation des corps intersexes dans l'athlétisme. Donc, je laisse répondre peut-être notre représentant du collectif Intersexes et Alliés. Oui, simplement peut-être pour dire que la majorité des personnes intersexuées se reconnaissent sur le plan de l'identité de genre dans une forme de binarité. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un karyotype XY, je suis née avec des testicules, mais pour autant on me les a enlevés, on a fait un certain nombre de choses sur mon corps, et je me considère comme femme. Et a priori, je pense que je pourrais effectivement être dans participer à une compétition comme femme, et je l'espère, et même éventuellement si je n'avais pas été opérée avec un corps qui aurait fabriqué vraisemblablement un peu plus de testostérone que la moyenne, voilà, ayant une insensibilité partielle aux androgènes. La question du sport, en fait, c'est davantage celle de, justement, et c'est la beauté justement du sport, c'est de faire valoir des corps qui sont presque tous hors normes. Enfin, je veux dire, on est, et même a priori, même dans les compétitions masculines, sur des personnes qui ont des compétences et des caractéristiques physiques qui dépassent les normes. C'est le principe du sport. Après, la question, c'est la reconnaissance de ces personnes dans un sexe ou dans l'autre. Mais elles vont toujours s'inscrire dans des compétitions qui, a priori, sont de l'ordre de la binarité. La question plus générale de l'inscription dans un troisième genre ou d'une troisième catégorie, elle ne concerne pas ni la question pour nous éthique actuellement, ni la question sportive à proprement parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immense majorité des organisations de personnes intersexes, par exemple, des personnes concernées, ne souhaitent pas que soit créé un troisième marqueur de genre qui serait une case autre, qui serait une case neutre. Voilà, ce serait une autre forme de discrimination. Et en plus, c'est souvent dans les pays où ça a été mis en place, source de justification de la part du corps médical pour intervenir sur les enfants et adolescents intersexes. Parce qu'on leur dit, il n'est pas autre, il n'est pas neutre, vous inquiétez pas, on va trouver son identité sexuée. Alors, Benjamin Moron-Puech, je voulais ajouter une précision juridique toute petite. Alors, il y a des collègues ici dans la salle, notamment Laurence Brunet, qui ont travaillé sur cette question des athlètes dans le sport. Pour vous répondre brièvement, le critère qui permet de séparer les individus, c'est un critère de genre. La réglementation de la Fédération internationale d'athlétisme repose sur le genre. Mais en revanche, pour les personnes intersexuées, ils introduisent des règles spécifiques pour, en gros, s'ils ont des conditions biologiques qui sont au-dessus d'un certain seuil, ils doivent se conformer à des traitements chirurgicaux ou hormonaux. Donc cette catégorie de la population des sportifs est identifiée et soumise à des actes médicaux, en dehors de toute nécessité médicale, clairement discriminatoires. Alors que Michael Phelps, on ne lui demande pas d'enlever, si vous voulez, de faire une opération chirurgicale pour enlever les palmes qu'il a. En revanche, une athlète intersexuée, elle doit prendre des traitements. Et uniquement les femmes, surtout si elles sont noires ou indiennes, qui ont des difficultés. Oui. Mais c'était pour vous indiquer la difficulté qu'on rencontre au sein de la fédération. Merci beaucoup. J'ai vu une petite main qui s'est levée pour le monsieur du deuxième rang. Docteur Raphaël Rapaport, j'ai longtemps travaillé à Necker, j'ai même assumé des responsabilités et un peu à ce titre, je voudrais dire quelques mots. Je suis très content, très heureux de cette réunion. Vous allez peut-être être un peu étonné parce que vous avez été, disons, un peu violent. Avec, à tort ou à raison, peu importe, je ne veux pas partir avec des a priori. Je comprends très bien et je dois dire d'une manière plus générale en introduction, et je ne vais pas être trop long, je pense que les mouvements d'émancipation concernant les problématiques dont nous parlons là aujourd'hui ont réellement beaucoup apporté à notre société. Et plus précisément,
et très justement souvent bousculé nos pratiques, dans un monde où on a eu, et je m'exprime un peu en tant que médecin là, et acteur, souvent, presque toujours, et en particulier en France, beaucoup de difficultés à construire ce que j'appellerais un milieu répondant. D'une manière plus générale, pour nous médecins, le milieu répondant auquel je fais allusion, c'est les associations de parents d'enfants ayant telle ou telle affection. Je suis pédiatre, donc je parle d'enfants ici, je ne parle pas des sportifs transsexués. Et nous avons beaucoup avancé. Et la société a réellement avancé, avec un grand retard par rapport à d'autres sociétés, parfois plus ouvertes, où les échanges et les dialogues sont parfois plus faciles et ils sont difficiles chez nous. Et le marqueur de cette difficulté, pour moi aujourd'hui, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail de la pratique et tout ceci, je vous dirai pourquoi tout de suite, mais je veux dire, le point important, là maintenant, c'est que on devrait arriver quelque part à construire des échanges, à construire des analyses communes, à faire en sorte que chacun ne vienne pas avec sa douloureuse expérience personnelle que je ne veux pas ignorer, que je ne peux pas ignorer et que je dois prendre en compte dans mon activité professionnelle. Je suis à la retraite, je n'ai plus d'activité de terrain là actuellement, mais enfin quand même, je suis très proche de la problématique et des acteurs de cette problématique pour avancer. Et tout ça pour dire en premier que vraiment, c'est peut-être un lieu difficile pour le dire, je pense qu'une loi telle qu'elle me paraît présentée ici sera plus destructrice que constructive. Et je vous engage, moi, à chercher les interlocuteurs que vous souhaitez et intervenir avec votre problématique, votre regard, sur lequel nous n'avons aucune raison de porter la moindre suspicion. Mon métier de médecin est un métier d'écoute et pas un métier de tortionnaire. Et je dois dire que la violence de certains de vos propos, je l'aurais vraiment accepté entre quatre yeux, comme on dit un peu vulgairement. J'ai beaucoup de mal à l'accepter devant tous les représentants de la société. Merci beaucoup. Alors, ceci dit... Est-ce que vous avez une question à formuler Est-ce que vous avez une question à formuler au docteur Blaise Meyrat sur les pratiques, notamment à Necker ou dans d'autres pays ou bien dans d'autres hôpitaux? Une question à formuler? Exactement. Pourquoi? Vous voulez dire quoi? Une question à formuler, puisque c'est l'heure des questions. C'est l'heure des questions, mais ma question est-ce que vous êtes prêt à engager quelque part, à venir approcher le monde médical de façon plus constructive, le monde médical lui-même qui a du mal, mais ça c'est vrai dans tous les pays, à se construire devant cette évolution sociétale qui est réelle, qu'on doit prendre en compte, qui est importante et intéressante. Mais je n'attends pas. Je laisse répondre le docteur Vada. Je pense que le docteur Vada avait 2 mots à dire. Notre présence ici est la preuve que le corps médical est consulté. Chaque fois que la loi de bioéthique a été débattue, chaque fois que nous avons été consultés pour en discuter, que ce soit au sein de l'Académie de médecine ou par le biais du Conseil de l'ordre. Donc je pense que sur ce sujet-là, nous sommes consultés pour avis sur cette loi qui me paraît indispensable pour donner un cadre aux médecins. Blaise Meyrat. Voilà, c'est intéressant parce qu'on parle toujours de violence. Alors, je ne vais pas vous exposer ce qu'on a fait comme traitement aux intersexes. D'accord, je ne vais pas vous exposer, puisque vous le connaissez bien, les techniques de dilatation qui avaient été faites à Necker. Ces traitements sont extrêmement violents. Et maintenant, nous, médecins, nous n'acceptons pas d'avoir une réaction ou une parole que j'estime même pas vraiment violente de nos témoins. Non, je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord que nous, médecins, n'acceptions pas d'aller à des tables rondes, parce que ça se dit, d'accord ? J'ai des collègues qui disent « Oh, mais il y a un tel, non, je ne vais pas participer, il est agressif, il est violent. » Deuxième chose, je pense que ça facilitera beaucoup aux chirurgiens d'avoir un cadre et d'avoir une loi derrière laquelle ils pourront éventuellement se cacher, entre guillemets, et dire, écoutez, j'aimerais bien le faire, mais je ne peux plus. D'accord ? Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, si je peux manifester cette désapprobation. Alors le CI. Merci beaucoup. Vous demandez un espace répondant, vous demandez des échanges, des expertises communes. Pas de problème. Aucun problème. Nous le faisons. Nous avons du répondant, nous avons des expertises, nous les créons, nous rencontrons les médecins, y compris ceux des centres de référence, ceux qui sont prêts à faire arrêter ces pratiques. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Je me permets ici de citer le docteur Bouvatier. J'espère qu'elle m'excusera de le faire, même si elle m'en a partiellement autorisé. Elle me dit « Certains ne seront arrêtés que par la loi. Certains sont persuadés de bien faire et ne seront arrêtés que par les lois, que par une décision du législateur ou éventuellement si on les met devant un tribunal. » Moi, je veux bien. Hein. Et après, on sera derrière, une fois qu'on aura obtenu le rappel à la loi, derrière, on pourra créer toutes les instances de discussion, d'expertise, d'échange, ce que vous voudrez. En attendant, il est primordial que ces actes cessent, que l'ensemble de ces actes qui ne sont pas consentis, qui sont faits sur des enfants, sur des bébés, sur des adolescents, cessent, qu'on puisse leur présenter une version dépathologisée, en fait, de leurs variations, qu'on puisse sortir de ces normes médicales qui les enferment et vous enferment presque psychologiquement, en fait, psychiquement, à faire en fait à faire ces actes, à prodiguer, à proscrire ces actes. Voilà, je m'arrêterai là. Madame en rose. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis maîtresse de conférences en psychologie et sciences de l'éducation. Et je suis toujours étonnée de voir combien aujourd'hui mes étudiants et mes étudiants connaissent mal ces questions-là, alors que même, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la presse. Et la question que je me posais, je me mets à la place aussi des parents qui, quand ils apprennent la nouvelle, j'aurais voulu savoir aujourd'hui, qu'est-ce qui se faisait pour accompagner ces parents ? Moi, je pense qu'effectivement, il est tout à fait important de ne plus faire ces opérations, etc. Mais je voudrais savoir s'il y a quelque chose qui est prévu pour accompagner ces parents, pour accompagner ces enfants. Et je voudrais savoir s'il y a des choses plus spécifiques qui sont faites en Suisse par rapport à en France ou dans d'autres pays. Donc Blaise Merah. C'est-à-dire que je crois que la première chose, ça fait un peu plus que 10 ans que j'ai monté un cours au CHU à Lausanne, un cours multidisciplinaire en fait, où participent également des personnes intéressées, des juristes, des éthiciens, etc. Ça c'est pour la formation, parce que c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça c'est quelque chose qu'on remarque très bien chez nous aussi, même des sages-femmes, j'ai un cours pour les sages-femmes, etc. Ça c'est la première chose. Maintenant, j'ai été très étonné d'entendre effectivement que des groupes de parents disent « mais si nos enfants ne sont plus opérés, qui va nous soutenir ?» Mais alors, moi j'ai un gros problème avec ça. Un centre de référence, c'est un centre où il y a des personnes qui travaillent et qui sont multidisciplinaires. C'est-à-dire qu'il y a en principe des travailleurs sociaux, en principe des pédopsychiatres ou des psychologues, en principe d'autres types de thérapeutes. Alors tous ces gens sont dans notre groupe à Lausanne, d'accord ? C'est qu'aucun parent n'est laissé seul, il y a même une infirmière qui a un bip, qui a un téléphone où elle est atteignable en tout temps pour pouvoir nous joindre, d'accord ? Donc il est clair que si on décide de ne plus intervenir immédiatement, on doit au moins, et c'est bien clair, soutenir les familles, les patients, etc. Alors, ça m'a un tout petit peu étonné d'entendre que des centres de référence, je ne sais pas ce qu'on appelle centre de référence, Madame
a très bien dit qu'il y avait Lyon et Paris. Alors je me demande d'où ils font et ce qu'ils font, à part opérer. Un centre de référence, il a tous les intervenants pour pouvoir soutenir, bien entendu, les familles. Donc en fait, c'est ce que nous essayons de construire en Suisse. Et voilà, je souhaiterais que ça soit la même chose ici. Alors, merci beaucoup, notre représentant du collectif Intersex et Alliés. Plus le micro. Si, c'est bon. Merci beaucoup pour cette question. Je pense qu'effectivement, il y a tout un imaginaire à reconstruire. Il y a tout un imaginaire à reconstruire pour les parents, pour les enfants, et ça doit se faire de façon effectivement dépathologisée. Je suis complètement en faveur de ce que vient de présenter le docteur Mera. Je pense qu'effectivement, prévoir une autre, dans la prise en charge, prévoir un accompagnement des parents et des enfants, c'est très apprécié et ce sera vraiment nécessaire. On en a déjà parlé avec le professeur Mera. Je pense que ce qui manque encore un petit peu à Lausanne, ce qui n'existe pas du tout en France, c'est justement un déficit, enfin, ce sont des outils pour pallier le déficit de représentation. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, dans les prises en charge, et ce même en Suisse, les personnes concernées ne rencontrent pas des personnes concernées. Toute autre variation, aujourd'hui, dans les hôpitaux français, va rencontrer à un moment, je sais pas, des personnes qui sont concernées par la même variation, ou par, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a du diabète en France va rencontrer d'autres diabétiques, il va y avoir des camps pour enfants diabétiques, des choses comme ça. Si on s'inscrit dans une approche dépathologisée de l'intersexuation, a priori, on devrait pouvoir être en mesure justement d'insérer dans la pratique, dans la prise en charge, des rencontres, éventuellement par variation, éventuellement par famille de variation, avec des personnes opérées, des personnes non opérées, des personnes qui ont eu le choix, en fait, des traitements qu'elles ont reçus. C'est vraiment le gros déficit de représentation. Et pourquoi il est particulièrement prépondérant en France ? Parce qu'en France, l'ensemble des traitements, c'est-à-dire les chirurgies et hormonothérapies, pour faire très bref, procèdent en fait à une sorte d'effacement des caractéristiques justement sexuelles et donc à une identité qui est liée, qui pourrait être liée à ces variations. Donc on appelle globalement à une prise en charge dépathologisée avec intervention des personnes concernées pour prendre la parole. Voilà. Merci beaucoup. Et il y avait une dame en rose qui voulait poser une question. Alors, Karine Guéniche, Hôpital Necker Enfants Malades. Je m'inscris dans la lignée du professeur Rapaport avec lequel j'ai travaillé. Et je suis actuellement en activité à Necker, donc en endocrinologie et gynécologie pédiatrique avec le professeur Pollack. Par ailleurs, enseignante-chercheur à l'université, psychologue et psychanalyste. J'ai une 20aine d'années d'expérience auprès des enfants et de leurs parents qui présentent un souci similaire à ceux dont on discute aujourd'hui. J'ai évidemment beaucoup de choses à dire puisque ça fait 20 ans que je travaille sur ce champ-là, comme un certain nombre d'entre vous le savez. On s'est d'ailleurs déjà rencontrés. Ce que j'aimerais pouvoir dire de façon un peu ciblée, c'est que voilà, nous sommes des équipes thérapeutiques qui accompagnons ces familles en très grande souffrance. Il n'y a pas, à mon avis, une problématique, un souci à la naissance qui soit aussi vertigineux que celui dont on parle aujourd'hui, précisément parce que ça vient toucher la problématique identitaire, qui, je crois, est centrale dans ces questions. Pour autant, c'est très compliqué pour moi, lorsque j'écoute les différents exposés, de ne pas penser aux familles, aux parents, c'est-à-dire au père, à la mère, à l'enfant, d'une part, mais aussi à tous les experts avec lesquels je travaille et dont je suis aussi, sans me revendiquer avec une étiquette d'experte à proprement parler, mais pour autant une protagoniste comme mes collègues associés à la prise en charge de ces enfants, du père et de la mère. Et lorsque j'entends ces exposés, dont je vous remercie par ailleurs, j'ai le sentiment que les paroles que vous énoncez sont des paroles qui se situent d'un point de vue de Sirius,
c'est-à-dire d'un point de vue qui viendrait chapeauter l'ensemble des éprouvés, des vécus, des expériences intimes des uns et des autres, et aussi des protagonistes engagés dans le soin. Et la question qui me venait, c'est, entre autres, j'en ai beaucoup, mais on n'a pas vraiment le temps, et j'espère qu'on pourra prolonger en effet ces débats, de quelle place, en fait, lorsque vous parlez, de quelle place? C'est-à-dire, est-ce que vous parlez au nom d'un père, d'une mère, d'un enfant, d'un endocrinologue, d'un chirurgien, etc. Je sais que vous avez vécu une expérience. Je pense que c'est la représentante du collectif intersexualier qui voudrait prendre la parole. Juste, je termine. Je sais que vous avez On n'a vécu que une 2 expérience. minutes. J'ai rencontré à peu près 200 familles depuis que je les accompagne. Ça fait 20 ans. Seulement, moi j'en ai rencontré des milliers et des milliers. J'accompagne des parents. J'ai encore été appelé cette semaine. Non mais je n'ai pas envie d'être agressée. Alors c'est Vincent Guillot. Évidemment, la façon dont vous nous présentez aux parents, ils sont terrorisés, évidemment, mais nous, quand on les rencontre, on les rassure, ils ne sont pas terrorisés. Et on parle aussi du point de vue des parents. Et on est aussi des parents. Alors, je pense que notre représentant du collectif intersexualier va répondre à cette question. Et pour que la deuxième table ronde puisse continuer, elle va nous répondre de manière très ciblée. Non, on n'a pas le temps, madame. Il est 11h30. Nous devons. Je voudrais juste terminer. Nous avons compris ce que vous avez dit. Non. Oui. Quand moi je parle calmement. Je n'ai pas envie qu'on m'agresse. J'ai donné la parole parole à notre représentante du collectif intersexualier. Est-ce que j'ai été agressive une seule fois? Elle va répondre. Est-ce que j'ai été agressive une seule fois? C'est pas de vous dont je parle, je viens de me faire agresser. Oui. Est-ce qu'on peut interrompre ce dialogue comme ça direct? Merci. Oui, tout à fait. Ah, mais je l'ai dit précédemment, aucun problème pour discuter. Je n'ai aucun souci. Et même dans le détail, de toutes les variations qui intègrent les nomenclatures, de toutes les formes de pathologisation, de toutes les formes de réponse médicale. Je vous le dis ici, je parle en mon nom. Je peux parler en mon nom, au nom de toutes les personnes qui sont membres du collectif, de toutes les personnes que j'accompagne, de tous les parents que j'ai rencontrés. C'est compliqué de parler Attendez. D'accord. Je vais parler en mon nom, au nom de mes parents, au nom des personnes que j'ai rencontrées, de leurs parents aussi que j'ai fait. Et pourquoi vous parleriez au nom des parents aussi? Pardon, mais excusez-moi. Et je vais vous citer d'autres expériences. Je vais vous citer d'autres expériences de parents, des parents par exemple que j'ai accompagnés, d'enfants par exemple qui n'étaient pas nés encore. A priori, des enfants qui allaient présenter une forme de virilisation à la naissance. Ils nous ont appelés au secours, en fait, en nous disant qu'on leur avait tenu des propos absolument abominables sur leur enfant, en leur disant qu'on allait l'opérer. L'enfant était déjà programmé pour une opération à Necker. Il n'était pas né. Il n'était pas né, cet enfant. Où se situe le consentement de cette personne quand, de toute façon, c'est-à-dire, c'est aussi prononcée que soit sa variation, elle ne présentait aucun risque sur le plan de ses parties génitales. Non, pardon, laissez-moi terminer. Aucun. Donc, je veux bien parler en mon nom, je peux parler au nom des personnes que j'ai rencontrées. Hein. J'en connais aussi quand même vraiment un certain nombre. Et je peux vous dire que... Et d'ailleurs, je peux vous parler aussi, par exemple, d'expériences de parents qui se sont rencontrés, qui ont rencontré, du coup, d'autres formes de discours, et à quel point ça leur faisait du bien, à quel point ils étaient rassurés d'entendre d'autres discours sur leur enfant. Non, en fait, ils sont prêts à faire ça. Et souvent, je vais vous dire par exemple l'expérience d'une mère qui nous a dit « Mais vous savez, élever mon enfant non opéré, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est d'élever la société autour de lui. » Donc, merci beaucoup à tous. Donc, nous allons clore. Excusez-moi, dernière chose. Le vertige dont vous parlez, vous l'encouragez, vous le renforcez au lieu de l'accompagner. Donc. Merci à toutes et à tous pour cette table ronde. Nous allons poursuivre et nous savons tous qu'ici, nous parlons au nom du droit. Merci.